Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine Profondeur de la presse que vous suivez religieusement et cela nous fait vraiment plaisir. Cette émission est consacrée aux journalistes que nous sommes, mais également à vous, les téléspectateurs qui nous suivez. Donc c'est votre émission, réagissez comme vous voulez. Mais l'émission d'aujourd'hui a comme prétexte la sortie par GED du rapport 2020, intitulé rapport « La liberté de la presse sous le signe du coronavirus, le retour des prédateurs ». Rapport présenté il y a quelques jours par GED, et nous avons le plaisir, nous l'écouterons tout à l'heure, d'écouter notre ami Tchivoadi qui a sorti ce rapport. Je vous présente mes invités en vous disant tout de suite que le ministre des Droits humains nous a fait l'honneur de venir jusqu'au Beautour où sont logés nos studios, mais comme il n'y avait pas d'électricité et qu'il avait quelques petits problèmes, ne vous en faites pas, il n'a pas pu monter les escaliers. Il vous demande de lui en savoir gré, il vous présente ses excuses en fait, en émoi. Alors, mes invités, nous avons le procureur, c'est très compliqué votre affaire, hein. Je vais chercher le substitut du procureur du parquet près la cour d'appel de Matete. Est-ce que j'ai bien dit? Non, je suis substitut du procureur général. Voilà. Mwehou Kaozi Christian. Gisela. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ben, présentez-vous vous-même parce que j'ai finalement qu'à fouiller. Non, ce n'est pas que vous l'avez fait. Il peut arriver que, bon, vous savez, notre domaine, il n'est pas le vôtre. De la même manière que moi aussi, je peux considérer que votre domaine ne peut pas être le mien. Mais je sais que je suis magistrat du ministère. Donc, en disant, monsieur le magistrat, c'est déjà bon. Parce que je suis magistrat du ministère public. D'accord. Alors, notre invité, c'est le doyen Kitoutou Oléontois, qui nous fait chaque fois honneur de venir assister à cette émission, parce que quand on me dit, moi, quand on me désigne comme doyen, c'est abusif. Il y a plus doyen que moi. C'est monsieur Kitoutou Oléontois. Bonsoir et bonjour. Bonsoir, monsieur le président de l'ANEAP. Alors, monsieur Tchivoadi Tchivis, bonsoir, vous êtes à l'honneur, et bonjour. Bonsoir et bonjour. Et un ami très cher, Jean-Marie Kassamba, bonsoir et bonjour. Bonsoir. Ça fait longtemps que je ne vous ai plus invité, c'est une injustice, parce que vous m'invitez souvent chez vous. Nous allons, avant de commencer, vous proposer un sujet. C'est donc la cérémonie de présentation du rapport 2020 tel qu'il a été couvert par Numérica TV. C'est parti. C'est un bilan de 116 cas d'atteinte à la liberté de la presse en République démocratique Congo, dont 2 journalistes tués, que dresse l'ONG de défense des droits des journalistes en danger. Ce rapport annuel édition 2020 est intitulé « La liberté de la presse sous le signe du coronavirus, le retour des prédateurs ». Selon le secrétaire général du GED, Tchivis Tchivoadi, le contexte sanitaire dans lequel les journalistes ont travaillé était tout à fait particulier au regard des mesures de restriction des mouvements décrétés par le gouvernement, notamment le confinement total du centre-ville où se trouve le siège de plusieurs institutions. Beaucoup de médias ont été obligés de fermer momentanément leur rédaction ou de diffuser leurs informations en ligne et de pratiquer le télétravail à domicile pendant près de 4 mois. Il n'est un secret pour personne que la presse congolaise aujourd'hui se porte mal et qu'elle peine à se donner les moyens de redevenir le 4e pouvoir, comme l'ont pensé ses meilleurs philosophes.
traversée par des courants chaotiques, allant d'un accès difficile aux sources d'information, au caractère pénal des infractions de presse, souffrant d'une précarité matérielle et ne fait plus la fierté de personne. Cette presse ne nourrit pas son homme. Elle n'élève pas la culture du peuple, elle ne reflète pas la richesse humaine de ses animateurs. Présents à la cérémonie, les ministres de la communication des médias et celui des droits humains ont demandé à GED d'impliquer la haute autorité dans la justice du pays. Notons que cette activité a été réalisée grâce à l'appui d'Internews à travers le programme MSDA financé par l'USAID et les coopérations suédoises et suisses. À cette manifestation, on a noté également la présence du ministre des Droits humains qui n'est pas là tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il demande donc des excuses. Monsieur Tshivoadi, à côté de cet angle pris par ce reporter, est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter pour nos téléspectateurs? Écoutez, c'est un rapport bilan que nous avons présenté à l'occasion de la célébration le 2 novembre de la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Et donc c'est un rapport qui fait l'inventaire de tous les cas d'exaction et de violence que nous avons enregistrés au cours de l'année. Ça part des arrestations, des menaces, des agressions, des détentions des journalistes, des fermetures des médias et même des cas d'assassinat. Et vous savez, quand on parle des droits de l'homme, des rapports des droits de l'homme, c'est d'abord, avant tout, une affaire des chiffres et des statistiques. Quand on dit qu'il y a eu crime, on demande toujours combien de gens ont été tués. Quand il y a eu répression, c'est combien qu'on a tué. Et donc pour ce rapport, nous avons documenté au moins 116 cas d'attaques diverses contre la liberté de la presse. Et je veux dire que c'est en fait, c'est un chiffre indicatif. Parce que c'est le nombre que nous avions au moment où nous avons envoyé notre rapport à l'impression. Il y a, disons de cela, 2 semaines. Et que depuis la présentation du rapport, il y a eu beaucoup d'autres cas qui se sont présentés. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, vous avez suivi, il y a encore 2 journalistes qui ont été arrêtés dans l'enceinte même du Palais de la Nation. Et donc, c'est des chiffres qui sont dynamiques en fait. On ne peut pas dire que c'est statique. Et donc, pour nous, ces 116 cas que nous avons enregistrés en 2020, ça veut dire depuis le 2 novembre dernier jusqu'au 2 novembre et tout ça, ce sont 116 nouveaux cas. 116 nouveaux cas qui sont venus s'ajouter aux 85 cas que nous avions enregistrés en 2019 et aux 121 cas que nous avions enregistrés en 2018. Donc c'est des chiffres cumulatifs qui montrent effectivement la dégradation sur le plan des statistiques de la situation de la liberté de la presse dans notre pays. Et donc, quand on parle de ces chiffres, il faut bien savoir que les chiffres que nous donnons, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne le sont qu'à titre indicatif. Et dans ce rapport, on a eu, au-delà, sur les 176 cas, plus de 70% de ces cas, donc des responsables de ces violations, parce que nous parlons de la journée contre l'impunité, 70% des responsables de ces violations, ce sont des personnes connues, des personnes identifiables, pour la plupart qui jouissent d'une certaine parcelle de pouvoir, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas inquiétés à cause de cela. Et comme nous disons toujours, l'impunité encourage l'intolérance par rapport aux médias et entretient un sentiment d'insécurité pour les journalistes. C'est pour ça qu'il faut, et cette journée, justement, elle est dédiée pour demander au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la culture de l'impunité, qui est un des mots dont souffre notre pays aujourd'hui, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme. Et ceux qui assurent cette impunité, normalement, c'est la justice qui devait essayer de mettre fin à cette impunité. Heureusement que nous avons le procureur qui est là avec nous. On va l'interroger tout à l'heure. Mais à un certain moment, c'était très pathétique parce que vous étiez au bord des larmes. Mais vous qui vivez tous les jours ces faits, arrestations, etc., qu'est-ce qui vous est arrivé là? Ce n'est pas nouveau. Vous avez remarqué cela. Mais il faut savoir, ça veut dire les chiffres que nous donnons, il faut leur donner un contenu.
Ce n'est pas des chiffres dans l'abstrait. Et nous disons que derrière ces chiffres statistiques, il y a des hommes et des femmes, des journalistes qui ont souffert dans leur chair, il y en a qui ont payé dans leur sang. Il y a eu 2 journalistes qui ont été tués dans des conditions très atroces. C'est décrit dans ce rapport-là. Un journaliste qui a été enlevé, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Un autre qui a été attaqué à son domicile avec des armes blanches, on lui a pratiquement fendu la tête. Et tout ça, donc ils ont été tués dans des conditions très atroces. Et donc c'est pas quand on dit 2 journalistes ont été tués, vous imaginez la peine, la souffrance de sa famille, de ses enfants, de ses collègues. Parce qu'à la suite de... Vous savez, les violences contre les journalistes ont ce qu'on appelle aussi un effet multiplicateur. Quand on a tué un journaliste comme ça, vous pouvez être sûr qu'il y en a peut-être 20, 30 autres qui prennent peur. Soit ils abandonnent le métier, soit effectivement... Ils s'autocensurent. Ils s'autocensurent systématiquement. Monsieur Kitoutou, vous avez assisté à cette cérémonie. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cette cérémonie? Moi, ce qui m'a marqué, pour commencer, c'est l'intervention du ministre des Droits humains qui a mis le doigt carrément sur la plaie. Si vous voulez que ça s'arrête, eh bien, allez interroger la justice. Oui, je pense que l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, nous avait tous, je crois, touchés. Parce que, et le ministre, bien sûr, est un responsable, c'est le ministre, mais j'ai eu l'impression quelque part, il dénonçait un peu son impuissance. Tout en étant ministre, ses propos démontraient qu'il n'en pouvait rien. Et il souffrait. Il souffrait dans sa chair, dans sa fonction, et il n'en peut rien. Il s'en remet à la justice. Mais ce que le ministre n'a peut-être pas dit, si nous reprenons seulement les cas recensés depuis 2018, 2019, 2020, la macabre comptabilité totalise plus de 300. 300 décès, 300 détentions, 300 poursuites dans des conditions parfois illégales. Souvent d'ailleurs. Souvent, comme le dit Chivis, illégales. Et dont, comme le confirme encore le secrétaire général de GED, les auteurs, à 90%, sont identifiés. Je reprends le seul cas, le cas de Franck Nguike, dont on nous a dit, depuis que ces événements ont eu lieu, que les enquêtes étaient en cours. D'autres cas, on nous utilise la même littérature. Mais aucune de ces enquêtes, si je ne prends que les 3 ans que nous venons de citer, aucune de ces enquêtes n'a abouti. C'est peut-être là où le ministre a un peu raison. Il dit... Ou carrément raison. Si nous continuons comme ça, si la magistrature ne s'en mêle pas, moi je ne viendrai plus l'année prochaine, parce que ça serait encore la même litanie, on va encore faire le même bilan sans autre raison. C'est ça qui m'a un peu touché, de constater que au niveau ministériel, au niveau de la puissance de l'État, quelqu'un qui est en charge de protéger non seulement les journalistes, mais tous les autres citoyens, n'était pas en mesure d'assumer totalement sa tâche. Monsieur le procureur, mais des enquêtes... pardon, le substitut de procureur général. Oui, mais c'est grave, des enquêtes qui n'aboutissent pas. On ne se souvient pas. C'est pas possible. Bon, de toute façon, j'ai aimé, personnellement, j'ai aimé que le ministre des Droits humains ait été votre invité, ou l'invité de GED, et à cette occasion, il a dit, prochainement, il n'y viendrait plus.
Et il met la justice comme responsable de ces crimes qui se commettent. Mais moi, je me pose toujours une question. Et c'est la bonne que je me pose tous les jours. Et je continue toujours à nous poser cette question. C'est celle de savoir, est-ce que les faits sont dénoncés? Bon, si les faits sont dénoncés, c'est-à-dire une action judiciaire doit être menée. Et si l'action judiciaire doit être menée, il doit y avoir des actes qui doivent être posés. Et les actes qui doivent être posés, c'est en fonction de responsabilité ou de l'imputabilité pénale. On dit, chaque personne doit répondre de ses actes. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi chaque fois qu'on revient, et j'ai aimé qu'il ait dit qu'il ne viendra plus. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous êtes le 4e pouvoir. Mais tu vis ne fait que dénoncer dans la presse, partout, tout est connu. Vous pouvez vous autosaisir aussi. Non, cela veut dire que bon, je me suis toujours posé une question personnellement. J'ai dit, est-ce que la presse nous accompagne ou la presse dénonce et s'abstient? Quelle est la procédure? Quelle est la procédure? Bon, parce que moi je sais que lorsque la presse dénonce quelques faits, elle doit faire le suivi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous avez dénoncé un fait et vous accompagnez les magistrats dans la recherche des éléments pouvant établir la responsabilité pénale de qui que ce soit. Vous savez que il suffit seulement que la presse ait dit. Je passe chaque fois sur la voie publique, je vois les journaux qui nous renseignent certaines choses. Mais moi, je sais qu'à partir d'un journal, je peux ouvrir un dossier RMP ou un dossier RI à charge de X ou Y qui aurait détourné ou qui aurait tué. Mais malheureusement, on ne retrouve pas les cas de dénonciation dont sont victimes les journalistes qu'on peut retrouver dans la presse. Bon, il peut arriver qu'on puisse les retrouver. Est-ce que ceux qui dénoncent, parce que nous, dès que nous sommes là, nous n'avons qu'une seule obligation. Lorsque les faits sont dénoncés, nous devons mettre la machine, parce que je vais peut-être, ça peut déranger certaines personnes qui ne peuvent pas croire à cela, mais je vous dis que la plainte est ce que nous appelons en droit. Pour nous, ce qui donne à l'action publique une vie. D'accord. Alors, la plainte peut être verbale, écrite, et peut être sous forme d'une dénonciation. Ok. Voilà. Jean-Marie Kassamba voulait intervenir. Il est président de l'UNPC Kinshasa. Question. Donc, d'abord parce que je suis la victime et le cas, et je prends le magistrat à témoin pour voir l'efficacité de la force publique. Le monsieur qui vous parle, c'est le président de l'Union de la presse ici à Kinshasa, et je suis patron de presse, mais je suis victime d'une agression avérée, publique, à mon domicile. On est venu, on a brûlé mes voitures, on a saccagé ma maison. Le ministre de l'Intérieur est venu constater, il m'a encouragé d'entamer une procédure, c'est-à-dire de porter plainte. Les enquêteurs qui sont venus enquêter chez moi, ils ont fait toutes les enquêtes, ils ont même produit un dossier que j'ai déposé au ministère de l'Intérieur. Jusqu'à maintenant, il va faire bientôt plusieurs mois, aucune suite.
Pourquoi les enquêtes ne se terminent pas? Et je continue à préciser que je suis le président des journalistes ici à Kinshasa qui ne fait que libérer ou demande la libération des journalistes. Pas plus qu'hier, j'en ai fait libérer 2 des bossola politiques arrêtés dans l'enceinte même du palais présidentiel. Nous avons dans notre pays, Kibambé-Chintoua, malheureusement un recul. Parce que les gens qui ont attaqué chez moi sont identifiés. Ça s'est passé au grand jour, les images existent, la procédure entamée, aucune poursuite, rien. Et d'ailleurs, pour préciser, chaque jour qui passe, j'ai des plaintes des journalistes qui sont menacés, auprès desquels il y a confiscation de matériel. Et lorsque on se rapproche, oui, il ne se passe rien. Vous n'allez pas dire que nous, moi qui suis responsable de la presse, qui suis abordé chaque jour par cette presse aujourd'hui, pas embastillée, mais brimée complètement, que nous ne faisons rien. Bon, donnez-lui l'opportunité de répondre. Je vais chuter par là. Il y a comme une espèce de complicité flagrante de notre justice avec le pouvoir public qui choque la presse que nous sommes. L'accumulation des cas aujourd'hui démontre à suffisance que cette liberté, ou plutôt cette justice qu'on croit indépendante, ne l'est pas en réalité, parce qu'elle tourne au gré des pouvoirs, au gré des Réponse du substitut du procureur. Je suis très content que vous ayez dit que vous avez fait un rapport et vous avez présenté au ministre de l'Intérieur. C'est déposé. Bon, je pensais que vous aurez pu dire que vous avez dénoncé. J'ai dénoncé, j'ai porté plainte. Non. J'ai porté plainte. Non, dans un parquet. Si, au parquet. Oui, Au tribunal, enfin au palais de justice. Le palais de justice, vous savez, le palais de justice, il est ce qu'il est. Mais tout ce que moi je peux vous dire, vous pouvez avoir été là où la porte ne vous est pas ouverte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous allez devant un tribunal, vous posez un problème alors que vous devez aller devant un parquet. J'étais au parquet. Parce que le palais de justice, c'est pour ça que j'ai dit c'est au parquet. Non, je vous avec les enquêteurs du parquet. Oui, et puis moi j'ai toujours été, vous savez, ce qui me met plus à l'aise dans ma vie, c'est de constater qu'une infraction n'est pas réprimée. Et ça me dérange. Donc c'est-à-dire qu'une infraction doit être réprimée. Je suis en train de me poser la question, on viole votre domicile, on fait tout ce qu'on peut faire. Le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez dit, informé, lui qui a la police dans ses attributions, ne récupère pas comment ça s'appelle, les éventuels inculpés ou présumés auteurs. Et ça me donne l'occasion de venir, mais écoutez, mais lorsque on prend des gens, on les envoie dans un service national, on l'a fait sur base de quoi? Parce que si vous avez dénoncé, vous, ce sont ces personnes-là qui devaient aller ici, on devait considérer ils dérangent la ville. Mais, lui, qui a la police, qui a tout, mais ses réserves de demander à la police qui est celui-là qui peut interdire à la police, parce que nous, en tant que magistrats, ça peut-être c'est une occasion pour que je donne quand même. Qu'est-ce que le ministère public? Le ministère public que nous sommes, nous avons nos bras, nos yeux, qui sont les OPJ. Ces OPJ-là, ils doivent faire leur travail. Leur travail, c'est lequel? Tout ce qui peut se commettre dans les cas tel que vous avez évoqué là, c'est une flagrance. Bien sûr. C'est-à-dire, en matière de flagrance, il suffit d'interroger. On a pillé chez vous. Oui. Je vois le pillage, c'est au-delà de 6 mois de servitude pénale. Donc, même les individus, les passants, pouvaient se saisir de ces individus-là et les amener devant une autorité judiciaire. Parce que la loi sur la flagrance prévoit ça.
Mais il faudrait que les faits... Attendez, je vais vous donner... Oui, je vais vous donner l'occasion parce que... Conclusion. Oui, pour dire que, pour moi, je me suis posé une question. Pourquoi on fuit une décision judiciaire? Parce que la chose la plus simple, c'est prendre ces individus, les amener. Vous avez dénoncé. Nous, les magistrats, pour que nous puissions agir, nous agissons que en aval. En amont, nous avons nos, comment ça s'appelle ça, nos bras, les policiers qui sont proches. Et c'est pour ça qu'on parle de la police de la proximité, qui est une police qui est proche de toute personne. C'est qu'il faut que si mettre la main... Attendez. Moi je pensais, et je continue à penser que parmi vos prérogatives en tant que magistrat, vous pouvez vous saisir aussi. Vous auto-saisir. Vous saisir parfois de certains cas. Je pense que c'est parmi... Vous n'allez pas toujours attendre qu'il y ait une plainte. Mais c'est que nous on a constaté c'est quoi? Chaque fois qu'il y a une personne qui détient une parcelle de pouvoir, un ministre, un mandataire et tout ça, un gouverneur qui se plaint d'un journaliste, mais la machine judiciaire fonctionne à 2000 km à l'heure. Chaque fois qu'il s'agit d'une personne identifiée. Mais quand il s'agit de plaintes des journalistes, et il y en a des journalistes qui déposent des plaintes. J'en suis l'exemple. Mais il n'y a jamais eu de suite. Bon. Je vous ai donné le cas tout à l'heure, parce qu'au-delà de plaintes, je crois qu'il y a aussi la gravité de la situation, la clameur publique. Un journaliste est enlevé par des groupes armés. Il est certainement exécuté. Nous sommes au mois de juin. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore retrouvé son corps. Nous écrivons aux autorités locales, au Nord Kivu, à Goma, là-bas, avec copie pour information aux autorités de Kinshasa, ministre de la Justice, de l'Intérieur, etc. Aucune suite jusqu'à présent. Et je pose la question que j'avais posée dans la salle. Imaginez que c'était un journaliste de RFI, un journaliste belge, un journaliste américain qui aurait été enlevé par des miliciens, exécuté de la sorte. Quelles auraient été les réactions du gouvernement et de l'opinion? Immédiate. Bon. Réponse. Et jusqu'aujourd'hui, le corps déjà... Je vous réponds, vous savez. C'est-à-dire qu'il y a cette non seulement là, vraiment c'est ma conclusion, oui. Au-delà de l'indifférence, c'est-à-dire c'est la banalisation du crime. Aujourd'hui, arrêter un journaliste, tuer même un journaliste, c'est devenu un fait banal de notre société, malheureusement. Et quand vous regardez, c'est ça que je veux dire, comme on a dit tout à l'heure, le cumul des cas, les statistiques. Mais la conclusion, c'est que le métier de journaliste est le métier le plus dangereux pour ceux qui étaient comparativement aux autres professions. Réponse du substitut. Mais vous savez, j'ai toujours dit ceci que moi, je m'ai fait l'obligation de rencontrer vos préoccupations. Mais je me dis, est-ce que on ne se regarde pas en face pour savoir que vous et nous sommes le troisième, vous êtes le quatrième pouvoir. Est-ce que vous et nous pouvons avoir un problème lorsqu'il faut que nous puissions cheminer ensemble? Je me dis non. C'est-à-dire, vous et nous devons, même quand on parle d'un état de droit, c'est vous et nous. Parce que les autres, parce que vous avez cité les autres, qui ont leurs privilèges et circonstances de leur arrestation, qui est déjà verrouillé, qui demande de... Alors c'est pour ça que je disais, en cas de flagrance, les choses sont plus faciles. Monsieur le procureur, donnez-nous la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Non, ce qu'il faudrait faire, c'est ceci. Quel qu'en soit le statut de la personne, lorsque vous constatez que vous êtes devant un cas de flagrance, prenez ce type-là. Vérifiez seulement si les faits pour lesquels il est poursuivi sont punissables de plus de 6 mois de servitude pénale. Même lui, qui est votre caméraman, peut se saisir de cet individu et l'amener devant la police. Et vous, les journalistes, vous restez là, vous dites, nous voulons voir ce monsieur être jugé. Voilà. Et un pays où il y a beaucoup de restrictions
qui empêche la justice de faire chemin, il faut contourner ces restrictions. Et les restrictions ne sont contournées que par la procédure de flagrance. Le ministre des Droits humains nous a parlé des cas des gens qui sont emprisonnés, qui sont en prison depuis des années. Vous ne vous occupez pas, on ne sont pas jugés. C'est pas normal, ça, pour un pays qui se respecte. J'ai toujours voulu que, lorsque les gens parlent, qu'ils amènent ce que nous pouvons appeler, vous savez, à celui qui allègue les faits d'apporter la preuve. Mais nous pouvons aller avec vous dans n'importe quel cachot, même à Makala, aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui n'ont pas été jugés depuis 4 ans. Non, c'est tout à fait normal. Cela peut arriver. Mais je veux vous dire que lorsque le parquet a instruit un dossier et le parquet a envoyé le dossier en fixation, le parquet est dessaisi. Maintenant, il faut attendre. Non, c'est-à-dire, c'est le tribunal. Et il arrive que vous voyez la prison que vous voyez de Makala là. Il y a des gens qui vont, les activistes des droits de l'homme, qui empêchent même que les chambres de conseil se tiennent et ils disent même à ces prévenus là, restez, cachez-vous. Pour que la détention, je vais aller avec vous. Moi, je préfère vous parler. Parce que pour avoir été... Mais on vous écoute. Il ne faut pas que ce soit un monologue. On vous écoute. Monsieur Kitoutou avait une procédure. 2 secondes. Attendez Kitoutou. Oui. Parce que je voudrais prendre monsieur le substitut du procureur général au mot. Oui. Quand il parle, est-ce que vous et nous pouvons avoir un problème d'accompagnement, de travailler, de collaborer? Je pense que c'est un peu l'idée. Est-ce que la justice et la presse ne devraient-elles pas être complémentaires? Je pense que c'est un peu ça. C'est ce que je disais. Bon, alors, je voudrais vous dire ceci. D'expérience, je sais que vous, pas nous, pas vous, je parle avec les gens des renseignements, je parle avec les gens de beaucoup de services. Oui. Ils nous disent, vous et nous faisons le même travail. Oui. Nous faisons un travail, disons, mettons entre guillemets, clandestinement. Vous faites un travail source ouverte, source fermée. N'est-ce pas? Nous sommes fermés, vous êtes... Mais nous recherchons le renseignement, l'information, presque de la même manière. Mais, monsieur le procureur, monsieur le substitut, aujourd'hui, si j'ai la possibilité de faire un BI, comme on dit dans ce pays, un bulletin d'information, qui aboutit à quelqu'un d'important de service de renseignement, peut-être dans 2 jours, il y a des retombées. Si je fais une plainte sur la même information, déposée, comme vous le souhaitez, au parquet, eh bien, il n'y a aucun résultat. Comment justifier l'efficacité si je peux dire, l'efficacité des autres et, disons, la faiblesse de l'autre? Comment? Alors que nous, journalistes, il nous suffit d'écrire, de mettre l'information sur la place publique. Parce qu'un bon journaliste ne peut pas se permettre d'écrire n'importe quoi. Ce qu'il a écrit, il est en mesure de le défendre, de le prouver, sauf dans certains cas, nous ne vendons pas nos sources. Mais ce qu'il écrit, en âme et conscience, c'est vrai. Monsieur Tivis avait une question à poser. J'aurais voulu savoir pourquoi cette faiblesse, alors que nous vous accompagnons tous les jours en mettant sur la place publique. Je peux répondre. Non, je complète. Le pourquoi là, ça veut dire simplement ceci, monsieur le procureur. Ouais. Quelque part, vous devez quand même avoir le courage de reconnaître que notre justice a des problèmes. Lesquels? Mais c'est vous qui devez nous dire quels sont les problèmes. Parce que nous, vous voyez, dans le sujet, nous reconnaissons que parfois, au niveau de notre profession, on a des difficultés, on a des problèmes. Nous pouvons reconnaître les faiblesses de notre. Vous reconnaissez aussi que notre justice, pour ne pas dire plus, mais la justice de notre pays,
Elle est malade, pour ne pas dire plus, je me réserve, et tout le monde le sait. Mais eux, ils doivent avoir le courage de savoir, en fait, qu'est-ce qui empêche. Parce qu'on ne peut pas bâtir un État du droit, lorsque la justice n'existe pas. Disons-nous les choses. La justice de notre pays, c'est la justice des forts, la justice de ceux qui ont l'argent. Ce n'est pas la justice de l'homme ordinaire. Et le journaliste étant dans la société, le maillon faible de la société, il est victime de cette justice qui n'existe pas. Réponse du substitut du procureur général. Je donnerai la parole tout à l'heure à M. Kassamba pour... vous savez, j'ai toujours... Pour une fois, vous êtes accusé. Non, Défendez-vous. Je ne peux pas, mais... La vérité, vous savez, la seule chose qui reste pour ce pays-ci, c'est dire la vérité aux gens. Et la vérité, c'est quoi? C'est le respect de ce qui est consigné dans les serments que les magistrats prêtent. Vous comprenez? Les serments que moi je prête, je connais mon serment. Et je resterai lié à ce serment-là. Qui dit quoi? Mon serment dit ceci: de respecter la Constitution, les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je resterai là. Ça, je l'ai en tête. D'autres ne l'ont peut-être pas en tête. Bon, ça, je ne voudrais pas parler de ces choses-là. Le non-respect du serment conduit à ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Vous parlez de non-respect, c'est-à-dire que vous reconnaissez qu'il y a quand même de vos collègues qui ne respectent pas. Je vous pose encore la question. Combien ont déjà été arrêtés ou sanctionnés par votre corps de magistrats, ou je ne sais pas comment vous appelez? Bon, cela veut dire que je voulais dire ceci, mais toutefois, je ne vais pas parler de moi-même. Hein? Je resterai toujours en dehors de ce que moi je suis. Mais moi, je vous ai donné le serment qui vient tout de suite là de ma tête, sans que je l'ai lu. D'accord. Kassamba, vous n'avez pas répondu. Je voulais qu'il J'avais répondu un peu sur l'efficacité et le non-aboutissement de nous faire un exemplaire. C'est-à-dire ceci. Notre justice fonctionne avec les animateurs. C'est-à-dire quoi? Les animateurs, qui sont-ils? Ce sont les chefs d'office et de juridiction. C'est eux qui mettent en mouvement. Aucun magistrat ne peut mettre en mouvement une action si le procureur de la République ne l'a pas autorisé. C'est-à-dire, lorsque vous avez dénoncé, si le procureur de la République n'ouvre pas un dossier, comment le magistrat va faire le travail? Il ne peut pas se saisir. Donc c'est un... Non, la saisine là auquel vous faites allusion, la saisine d'office, je dois faire un rapport à un procureur de la République. Je l'ai dit parce que je l'ai été. Ça veut dire, toutes les fois que quelqu'un pouvait dénoncer un fait, moi je pouvais faire. Je vais vous donner un cas. Et ça me, à un certain moment, je me pose la question, est-ce que c'est normal? Parce que vous le voyez aussi. Il m'est arrivé, en tant que procureur de la République, de constater que une société et une agence de publicité, y compris un service de l'État, ils ont mis sur la voie publique des images obscènes. Et même Transco a dû relayer ces images-là obscènes, où on voit un monsieur qui quitte d'une piscine, torse nu, et on parle de day by day. Et vous le voyez, vous les journalistes, vous voyez ça, c'est dans toute la ville. Vous avez constaté, et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça aboutit? Et je vous l'ai dit, je préfère vous le dire aujourd'hui. Et je donne mon doigt coupé parce que je l'ai fait. J'ai arrêté tout le monde et les chauffeurs. Et j'ai fait évacuer tout ça de la ville alors que j'étais à Kinkole. Mais aujourd'hui, ça refait surface. Ni vous, qui devez constater que ce sont des faits qui touchent à l'honneur et à la dignité d'un pays, que ces individus qui n'ont rien à voir avec la République démocratique du Congo mettent sur tous les grands panneaux de la ville, et vous trouvez ces citoyens en train
Un monsieur là, presque torse nu, qui quitte d'une piscine. Mais c'est-à-dire quoi? Vous avez fait une action, elle n'a pas été suivie de fait. Non. Moi, j'avais fait tout enlever. Maintenant, et la suite, c'était quoi? La suite, on a enlevé. On a dépépilé tout ce qui était sur. Si vous avez l'occasion de la. D'accord, une des rares. Non, c'est pour vous dire. Une des rares actions qui aboutit. Oui. Il y avait une préoccupation de. Oui. Soyez bref. Ma préoccupation, c'est d'abord de relever que le serment du substitut, qui est quand même magistrat par ailleurs, est violé par beaucoup. Parce que notre justice a une relation incestueuse avec les politiques. Notre justice, malheureusement, Kibambi, cette émission, je pense, sera suivie par des magistrats, des professionnels du droit, qui sont conscients de cette relation incestueuse qui fait que à chaque pouvoir correspond une justice correspondante. Il y a recul aujourd'hui. Pourquoi il y a recul? Oui. On parle d'état des droits, mais ce qui est pratiqué au quotidien ne reflète pas le serment que vous nous avez déroulé tout à l'heure. Il y a violation des constitutions de cette République, constamment. On ne voit pas. Attendez. Oui. Chacun l'interprétera, le comprendra à sa manière. On ne voit pas les gens se saisir de cette situation-là pour dénoncer au niveau de la justice. Deuxièmement, nous de la presse, maillon faible, quatrième pouvoir, certes, mais nous sommes victimes, moi le premier, de l'indifférence de cette justice. Même nous qui avons porté plainte, même certains des journalistes qui saisissent la justice parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, parce qu'ils ne sont pas forts, ils sont à la marge de cette société. Et donc, c'est une interpellation pour dire, peut-être qu'il faudrait imprimer votre serment, distribuer, comme nous l'avons notre guide de l'éthique et de l'industrie professionnelle, on donne aux journalistes, imprimer ces serments et donner un peu. Parce que tu vois, de vous a demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y en a certains qui sont inquiétés? Moi, je sais qu'il y a le tribunal des pairs, hein? Comment ça s'appelle déjà dans votre jargon? Conseil de la magistrature. Non, prise à partie. Ouais, la procédure de prise à partie. Prise à partie. Mais combien? Il y a une complicité flagrante entre les procureurs, les magistrats, dans beaucoup d'affaires. Et malheureusement, je suis, comme le ministre des Droits humains, dans une espèce d'impuissance telle que à chaque fois qu'un de mes journalistes de la profession ou de la corporation... Il nous reste 3 minutes. Alors, mais dit, président, on vient de m'arrêter. J'ai dit, je me tourne vers qui? Parce qu'il y a cette relation incestueuse avec le pouvoir public. Réponse. De vous, de la réponse. Bon, vous savez, moi j'aime bien, hein, parce que je suis très content. Et j'ai toujours dit que chacun de nous doit répondre de sa responsabilité, non seulement pénale, mais spirituelle. C'est-à-dire, moi je respecte mon serment. Ceux qui ne respectent pas les leurs, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais je dis quoi? Toute violation de serment par un magistrat conduit à une faute lourde. Je vous pose une question. Un manquement. Écoutez, vous allez trouver monsieur le procureur, lorsque vous êtes en train de vous exprimer ici, et par exemple, disons, vous faites une faute lourde auprès de votre hiérarchie, on peut vous arrêter? Non, on peut vous interpeller? Non, mais j'ai toujours été syndicaliste. C'est ce que vous ne savez pas. Mais je vous ai posé une question précise. Vous avez un compte à rendre? Non, je ne peux pas. Je sais que chez nous, les magistrats, il y a les droits de réserve. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais je ne peux pas venir parler ici d'une instruction judiciaire. Non. Mais je peux aujourd'hui vous dire que ce qui est, parce qu'il a posé un problème. Oui. Le problème, relation incestueuse. Oui, il dit, bon, les gens respectent le serment ou pas. Moi, je dis ceci. Moi, de ma part, j'ai fait un effort pour respecter mon serment. Le serment, c'est quoi? C'est la parole. C'est l'engagement, oui, la parole donnée. C'est un engagement. Un engagement que vous pouvez prendre vis-à-vis de vos enfants, même vis-à-vis de votre femme. Vous pouvez dire, désormais, chaque fois que vous me verrez arriver à 20h, posez-moi la question pourquoi? Sincèrement.
Monsieur Tchivis, je veux vous donner 2 minutes pour que vous puissiez malheureusement conclure, parce qu'on a fini. Je vous ai vu trépignant. Est-ce que vous avez trouvé réponse à nos interrogations? Non, moi j'ai compris une chose, c'est que finalement le problème de notre justice, c'est moins un problème de moyens, encore comme on dit souvent, un problème de corruption des magistrats, parce qu'on sait qu'ils sont corrompus. Non, il ne faut pas dire ça. C'est trop dur. Hein? Ah oui, il y a la corruption dans notre justice, il ne faut pas m'intimider, tout le monde le sait. Non, tout le monde sait que la justice, il y a des magistrats qui sont corrompus. Où sont les corrompus et les corrupteurs? Mais au-delà de ça, moi je pense que c'est un problème de volonté politique. C'est la volonté politique qui doit accompagner. Qui doit accompagner. Ça veut dire, aujourd'hui, nous sommes une société en crise. Et le président est en train de faire des consultations à l'effet de pouvoir créer ce qu'on appelle l'union sacrée de la nation. Mais cette union sacrée doit se faire autour des valeurs de la République, d'un certain nombre de valeurs partagées pour la République, autour d'une vision, la vision que nous avons pour notre Congo, ce dont nous rêvons pour le Congo. Et parmi ces valeurs de la République, moi je pense, il y a la justice. Tout à fait. On ne peut pas penser avoir une union sacrée dans un pays lorsque on a d'un côté les gens qui peuvent tout se permettre, qui jouissent d'une totale impunité, et d'autres qui sont au bas de l'échelle, qui sont victimes. Tout à fait. Et ce qui est encourageant, c'est que dans la haute magistrature de notre pays, vous savez, les Libanais et autres trucs, c'est parfois eux qui commencent. On vous nomme, ils viennent avec une belle Jeep, ils vous l'offrent, vous l'acceptez. Mais il y a un haut magistrat qui les a renvoyés en leur disant, si j'accepte ça, qu'est-ce que je ferai pour vous arrêter? Donc, gardons espoir, et ce serment qui est très très beau, nous le répéterons afin que justice soit faite, parce que c'est le maillon le plus faible. C'est la justice qui élève une nation. Non, d'ailleurs, c'est le même pas. D'ailleurs, moi j'ai toujours aimé que vous fassiez votre travail. Et nous le ferons. Prenez seulement la Constitution. On dit justice, paix, travail. Donc cela veut dire que ce pays ne peut pas décoller sans la justice. D'accord. Mais malheureusement, les gens fuient la justice. Ils veulent parler de la paix. Parce qu'elle coûte cher. Ils veulent parler du travail. Parce qu'elle n'est pas accessible. Alors que... Non, elle ne coûte pas cher. Vous savez, c'est... Elle n'est pas accessible. L'émission est terminée. Non, vous savez, j'ai aimé que... Attendez, j'ai vu là le retour des prédateurs. Alors, je me suis posé... En Nemo, les prédateurs, c'est qui? En Nemo. Voilà, Il se reconnaîtront. Il se reconnaîtront. Vous n'avez pas fait votre travail. Je me suis posé la question, le retour des prédateurs là, qui sont-ils? Mesdemoiselles, messieurs, n'écoutez pas le substitut du procureur. Général. Là, c'est moi qui ai... Général. Là, c'est moi qui ai la parole pour vous dire vraiment merci de nous avoir suivis. Et nous y reviendrons. Nous y reviendrons parce que il nous appartient aussi de moraliser la société. C'est d'ailleurs notre devoir. Nous le ferons sans peur. Si on nous arrête, venez réclamer, dénoncer et réclamer notre libération. De toute façon, on nous arrête tellement. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que certains journalistes ne font pas bien leur travail. Ceux-là, on les laissera là où ils seront. Donc, faisons bien notre travail comme nous le faisons et on ne nous arrêtera plus. N'est-ce pas? Oui, je dirais c'est ceci que, vous savez, la seule chose que je peux recommander, et je l'ai toujours dit lorsque je... Oui, c'est quoi? Je dis toujours ceci que l'homme est seul responsable de sa sécurité. Devant sa conscience. Vous voulez vous mettre en insécurité, vous devez vous comporter mal. Mais si vous voulez être sécurisé, comportez-vous comme un bon citoyen, vous n'aurez pas de problème. Mais quand vous cherchez à créer vous-même, merci beaucoup. Vous allez vous mettre en insécurité et l'insécurité peut conduire à des crimes. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir et à la semaine prochaine.